Genre comme un jure. message WhatsApp, tu fais 2x2. Ouais. Et il y a des gens, donc tu vas me dire qu'il y a des gens, ils ont regardé Lupin comme ça. Bah, c'est pas impossible. Bonne de bâtard. Je vous défends de le faire. Salut Omar, on a plein de questions à te poser, certaines plus légères et d'autres un peu plus sérieuses. J'ai peur. On est bon, on y va ? Bon, bah, écoute, merci d'être là, Omar. Avec grand plaisir. On va un peu discuter donc de cinéma, de ta carrière et de ton nouveau film. Mais pour commencer, moi j'avais une question. Dis-moi juste que tu m'aimes que ton nouveau film est réalisé par Anne Leni, qui est au départ une actrice. Et je me demandais, toi, en tant qu'acteur, quand tu es face à une cinéaste qui sait ce que c'est que de jouer devant une caméra, de jouer la comédie, etc., est-ce que ça change quelque chose en vrai ou pas ? Ça change énormément de choses, c'est essentiel même. Parce qu'en fait, une partie de notre métier, c'est aussi d'essayer de décrypter ce que te demande le metteur en scène. C'est-à-dire qu'il veut quelque chose, mais des fois, il exprime d'une façon, tu le comprends pas. Donc, avant déjà de pouvoir lui donner, il faut que tu le comprennes. Et ça passe des fois par, OK, j'essaie ça pour voir si c'est ça. Enfin, tu perds un temps quand même pour obtenir déjà la compréhension avant de pouvoir lui donner. Et en fait, quand t'es face à un metteur en scène qui, lui, est aussi acteur, ben, il y a cette étape-là, tu l'as pas. T'es directement dans « OK, je veux ça ». Et il a une bonne manière de te le demander, il a une bonne manière de t'y amener. Et c'est pour ça que c'est hyper agréable. Voilà aussi, ce qui explique aussi le bonheur que j'ai eu à faire ce film, c'est que ce plaisir de la recherche et tout, on l'a en commun, quoi. Et donc, donc c'est génial. J'ai eu un peu ça à un autre niveau, mais j'étais peut-être encore un peu frais et j'en ai pas profité assez. Quand j'ai fait Chocolat avec Rushdie, mais il y avait déjà un peu de ça. Mais là, avec Anne, c'était encore un autre niveau aussi, je pense, par rapport à la maturité aussi que j'ai pu avoir depuis, quoi. Et ça a un impact aussi, pas que sur toi, tu le vois même chez les autres. Là, avec José Garcia, Vanessa Paradis, tu as senti que le fait qu'elle était elle-même actrice, ça rendait tous vos échanges à tous et pas juste à toi plus fluides. Oui, je pense que ce plaisir de la recherche, on l'avait tous, hein, évidemment. Même dans les scènes où on était, donc Élodie et moi, elle nous dirigeait l'un et l'autre avec ce plaisir-là. Et donc, c'est un kiff. Mais même quand je l'entendais discuter avec Élodie, chercher avec Élodie, tu participes, tu prends part à ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de langage qui est compliqué à avoir et quand tu l'as, c'est juste un kiff et en plus c'est fait avec la complicité de l'équipe. En général, quand t'as ce truc-là d'acteur, t'as l'impression même que les autres te jugent un peu dans genre c'est la même, arrêtez d'être relou, c'est bon, venez. On passe à la suite, quoi, vous nous emmerdez. Alors que là, t'avais ce truc de allons-y encore, tu vois. Donc il y a ce truc de venez, on joue, quoi. Et ça, c'est kiffant. Et est-ce que justement d'avoir pu bosser avec Roche Dizem ou là avec Anne Leni, ça te fait penser à putain, peut-être que moi aussi un jour j'aimerais bien essayer de réaliser. Ça fait longtemps que je me dis que ce serait un kiff de faire ça, mais justement pour la partie travailler avec des acteurs, mais il y a toute l'autre partie, la partie technique, production, responsabilité du bateau et tout. J'ai peur. Peur de quoi ? Ben c'est lourd, c'est énorme, c'est pas une petite tâche en fait. T'es pas réalisateur comme ça, tu vois. Donc non, évidemment que j'y pense, mais j'ai conscience de la tâche et j'ai beaucoup de respect justement pour les réalisateurs, les metteurs en scène, pour me dire je vais y aller comme ça, tu vois. Je pense pas que ça se fasse comme ça, mais effectivement travailler avec des acteurs, de les diriger et tout, oui, c'est hyper tentant et je pense que j'essaierai un jour, ouais. Si je me trompe pas, dans ta carrière, tu as été à plusieurs reprises producteur de tes films dans lesquels tu jouais. C'est une manière aussi de t'en mêler un petit peu, de participer au truc, non ? Évidemment que j'aime bien ramener ma petite fraise. Et donc, mais pour le coup, produire, c'est je le fais en général en copro. Donc, j'ai d'autres producteurs qui m'aident. Donc, c'est déjà différent. C'est-à-dire que je ramène ma fraise là où j'estime que je peux vraiment apporter quelque chose. Et sur les autres, je la ferme un petit peu et je les laisse faire. Et puis t'as le temps d'apprendre. C'est un peu moins, en vrai, de responsabilité. Parce qu'encore une fois, je te dis, je le fais en général dans des copros et tout. Mais oui, j'aime bien un peu ramener ma fraise, comme on dit. Pour changer un peu de sujet, ce format-là, on l'avait initié au tout départ avec Vincent Lindon qui nous disait un truc, c'est que lui, il adorait lire le scénario, travailler avec les collègues, les confrères, les consoeurs, les acteurs, les actrices, etc. Et ce qu'il aimait le moins, c'était la promo. Genre, ça le saoulait. Est-ce que c'est ton cas en vrai aussi ou pas ? Non. Moi, franchement, j'ai une chance incroyable, c'est que j'aime le process du début à la fin. C'est-à-dire que j'adore être vite impliqué, c'est-à-dire au moment même limite où le scénario n'est même à peine écrit,
et qu'il y a tout le développement et de l'histoire et des personnages, c'est là où je deviens producteur, parce que j'aime bien ce moment-là du développement. Ma partie préférée, le sucre, le miel de tout ça, c'est évidemment le tournage. Bien sûr. J'aime jouer, j'aime le plateau, j'aime ce qui s'y passe et tout, j'aime ce moment-là. Et après, même après la poste, c'est-à-dire la deuxième partie de fabrication, c'est-à-dire le montage son et tout ça, tout ce qui se fait un peu après, ça m'intéresse aussi énormément. Et j'ai encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là, donc je suis curieux de ce moment-là, parce que c'est encore beaucoup de mystère, donc j'aime ça. Et la promo, j'ai commencé par ça. Parce que tout ce qui se fait en promo, c'est la télévision, c'est les émissions, c'est la radio. J'ai commencé par la radio, j'ai fait de la télé ensuite. En fait, moi, quand je fais la promo, je retourne vers mes premiers amours, je retourne à ma source, en fait. Donc, c'est pour ça que j'aime la promo. Cet exercice-là, je le connais par cœur, c'est mes racines, et donc j'aime tout ça. Et puis, en plus, vraiment, je crois que quand tu développes le film, moi, j'ai déjà voilà comment je vais l'expliquer en promo. Okay. Tu vois, j'ai déjà ce truc de, voilà, tu penses tout ça comme un ensemble. Et je pense aussi là que je suis le producteur aussi, dans le sens où, effectivement, j'ai le développement, mais j'ai déjà la promo un peu en tête, le côté un peu marketing et tout, je sais pas pourquoi, mais c'est des trucs qui m'amusent, en fait, parce que tout ça, en vrai, sont des histoires que tu racontes. Et j'aime bien raconter des histoires. Mais ce que les gens qui regardent cette interview savent peut-être pas aussi, c'est la temporalité dans laquelle ça s'inscrit. Parce que tu l'as dit, il y a toute la post-production. Ça veut dire qu'en fait, parfois, entre la fin du tournage et le début de la promo, tu vas tourner d'autres films, tu vas lire d'autres scénarios. Parfois, tu fais la promo, tu es en train de préparer un autre film. Donc en fait, c'est aussi un exercice d'équilibriste à certains endroits quand même. Non, pas du tout. Parce que comme, justement, si t'es impliqué dès le départ, que t'as vu le truc grandir, se faire, se fabriquer, en fait, il est en toi, t'es en lui, enfin, c'est un truc que tu vis, c'est du vécu, donc c'est là, quoi, ça fait partie de toi, t'en fais partie, tu oublies pas, c'est pas vrai, je suis pas sûr, non, tu as beau lire d'autres histoires, celle-là, elle est importante. Okay. Toutes les histoires dans lesquelles tu t'impliques, elles sont importantes pour toi, donc tu les oublies pas, même en 3 ans, c'est-à-dire que je peux te faire demain la promo d'Intouchable. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que l'histoire, je l'ai vécue, en fait. Elle fait partie de moi, donc je peux encore te raconter pourquoi je l'ai fait, je peux encore te raconter le plaisir du tournage, je peux encore te raconter l'importance du message, de ce que raconte le film et tout ça. C'est des trucs qui restent, en fait. Ok, trop bien. On a de plus en plus, nous, sur nos articles ou sur nos interviews, des commentaires qui disent que les films sont de plus en plus longs, que les films sont trop longs. Est-ce que tu es d'accord, toi, avec ce postulat? Oui. C'est vrai? Oui, je suis d'accord que les films sont de plus en plus longs. Il y a parfois des prises d'otages, moi j'ai l'impression, de certains metteurs en scène, et que ils ont de plus en plus de mal à faire le deuil de certaines choses. Tu le sens dans certains films, tu sens qu'il y a des endroits dont tu pourrais te passer, en fait, et qu'il y a des fois, dans certains films, des kiffs personnels. Tu sais pas si c'est de l'acteur, du metteur en scène ou du producteur, mais oui, des trucs dont on pourrait se passer. Après, le fait que ça soit un problème, va pas voir les films si tu regardes qu'il est long, n'y va pas, juste... ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'on a le choix de pas y aller. Donc, non, mais c'est vrai que tu regardes, les films sont de plus en plus longs. Ouais. Il y a aussi le risque pour certains, quand on est sur certaines plateformes de streaming, de pouvoir le regarder en accéléré, en x1,5, voire en x2. Et c'est des pratiques qui existent, ça. Personne fait ça. Ah, je te jure. J'arrive pas à croire ça. Je te jure que c'est des pratiques qui existent. Des pratiques genre comme un message WhatsApp, tu fais du x2 ? Ouais. Mais non, qui fait ça ? Je veux pas paraître être le vieux boomer qui dit que c'est les jeunes, mais il y a une partie de la jeunesse et de la nouvelle génération qui consomme les films et les séries en accéléré. Mais tu comprends comment ? C'est-à-dire comment ils font avec le son ? T'as le son aussi en accéléré ? Ouais. Putain, là, je suis vraiment vieux con, là. C'est lunaire ce que tu me racontes. Je sais pas que c'est possible. Bah, comme les vocaux, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Mais tu fais ça comment ? Genre, tu peux faire ça sur Netflix ? Ouais, je te montrerai tout à l'heure. Ah, mais ça m'intéresse. Ouais. Et il y a des gens, donc tu vas me dire qu'il y a des gens, ils ont regardé Lupin comme ça ? Bah, c'est pas impossible. Bonne de bâtard. Je vous défends de le faire. Tu disais tout à l'heure que tu as commencé par la radio et la télé, mais moi je voulais revenir un tout petit peu avant ça, quand tu étais adolescent et que tu étais à Trappes. C'était quoi les films phares, ceux qui t'ont le plus marqué, ceux qui étaient importants dans ce qui t'était ? Bon, évidemment, il y a toutes les comédies, tu vois, Les Bronzés. Moi aussi, à l'époque, on regardait aussi, bon, c'était pas des films, mais j'étais beaucoup influencé par l'humour africain, les Guignols d'Abidjan et tout ça, j'avais beaucoup ça. Mais évidemment, Les Bronzés, tous les films à l'ancienne,
Luc de Funès, moi j'étais bercé par Bourvil, Luc de Funès, tu vois, genre Ali Baba, Les Gendarmes, Fantomas, tout ça. Bon, ça c'était des classiques en famille, mais nous on s'est fait avec les légendes de tous les Rocky et des Star Wars. C'était ça nos bibles, quoi. Et dans ces films, on avait la réponse à toute la philosophie de notre vie, tu vois. Où t'étais un Jedi, où t'étais un Sith, où tu vois. Ouais. Et dans Rocky, il y a les étapes de ta vie, quoi. Le moment où tu t'embourgeoises, le moment où il faut retrouver l'ordre du tigre. Tu vois, donc moi, c'était ces films-là qui étaient les films comptés. Et les Bruce Lee, quoi, tu vois. C'était ça, nous, on se butait avec ces films-là. Et après est arrivé John Woo aussi, c'est marrant, mais après est arrivé John Woo et tous ces films-là, mais c'était plutôt ces films-là. Quand j'étais adolescent, c'était ça. Ouais. John Woo, avec qui t'as bossé, enfin, tu le réalises, c'est un peu ce truc de... Tu les as vus plus jeunes, maintenant t'as bossé avec lui? Mais tu te rends pas compte. Parce que là encore, je vais encore faire le vieux con, mais on parle de Vidéo Future. Pour ceux qui ne savent pas, Vidéo Future, c'est un endroit où il y a des cassettes. Je sais pas, donc il faut que je vous explique ce que c'est une cassette. Une cassette, ce que tu mets dans un magnétoscope, c'est comme ça qu'on regardait les films avant. Avant les DVD, ouais. Avant les DVD. Donc, on allait à Vidéo Future et en fait, The Killer, combien de fois je l'ai loué? X-Men, combien de fois je l'ai loué? Jurassic, combien de fois je l'ai loué? Derrière ça, je me retrouve dans ces films-là. Tu sais même pas, toi. Tu sais même pas que des fois, tu te dis, mais c'est quoi ce sketch? C'est le Truman Show, quoi. Tu dis, il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec moi. C'est pas possible. Ouais, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que vraiment, ces films-là, je les ai saignés. Je les ai saignés. Et tu les aimes toujours autant maintenant? Encore plus. Encore plus, parce que j'ai une histoire encore plus forte avec eux maintenant. Parce que par exemple, The Killer, est-ce que tu l'as revu au moment où tu as préparé le remake? Ben oui, évidemment, tu le revois. En plus, tu es obligé de porter un nouveau regard, donc c'est aussi un kiff. Ouais. Et en plus, donc tu as encore plus de respect, où tu te dis, bon, il va falloir vraiment amener un truc, il va falloir vraiment décaler tout en gardant. Enfin, il y a tout un truc qui se met en place. Ouais, c'est un bonheur de pouvoir retrouver un autre rapport avec le film, et en plus qu'il y a un rapport pro, quoi, limite, tu vois. Ouais. Donc ça, c'était kiffant, ouais. Tu lui as dit, t'as pu lui dire ça? John, mais bien sûr. Mais bien sûr. Je lui ai dit, je veux mon plan. Je veux mon plan John Woo, je veux mon plan The Killer, c'est-à-dire que je veux ralenti, colombe, flingue. J'ai dit, je veux celui-là. Si je le fais, je veux ça. Il me l'a fait. Il me l'a fait, c'est ça qui est ouf en plus. Un matin, il est venu, il dit, I got yours. Il m'a dit, tu vois, j'ai ton truc, quoi. Donc c'est cool. Tu parlais de ton rapport à toi, plus jeune au cinéma. J'avais une question un peu naïve, mais toi, tes enfants, vers quel film de ta filmo ils se tournent? Quel film ils ont déjà vu? Quel film ils aiment? Est-ce qu'il y en a un en particulier ou pas? Je sais pas. Parce qu'on n'en parle pas vraiment. Arrête. Non, je te jure. Ah non. Non, moi, il y a un truc avec mes enfants, c'est que je parle pas de mon travail, je parle pas de mon métier. Évidemment, c'est pas un secret. Évidemment, ils voient les films, mais non, il n'y a pas trop de débriefs ou de trucs comme ça. J'attends qu'ils viennent spontanément me dire des choses, ou ils viennent me reporter ce que disent les amis ou les parents des amis et tout. Mais c'est pas vraiment un sujet entre nous. Alors oui, on parle de cinéma, mais pas de moi et ni de mes films, quoi. À un moment donné, je sais que c'était un peu assumé. C'était pas un truc qui regardait beaucoup Nos Jours Heureux. Ok. Ça a été un truc. Et là, j'ai mon fils qui me dit qu'il se remate des SAV. C'est vrai? Ouais, il me dit il se remate des SAV et il me regarde, il est mort de rire. Il me dit genre, vous étiez ouf en fait. Parce que maintenant, il commence à comprendre des trucs qu'il comprenait pas gamin, tu vois. Et là, il a un regard sur le SAV qui est marrant, qui a un peu bougé. Et et on est en train de débriefer là-dessus. Là, il se les retape, là, et il me dit, eh papa, mais il y a un délire. Faut qu'on parle, quoi. Donc, ouais, il y a de ça. Mais non, ouais, c'est comme ça, mais c'est occasionnel et c'est par phase. Mais non, c'est pas un sujet chez nous. Je change de sujet. Tu as remarqué, on va dans tous les sens, c'est normal. Ton nouveau film donc parle d'un sujet qui est important, qui est sérieux, qui est l'emprise masculine toxique. Oui, il y en a d'autres. Pour moi, c'est un des sujets, mais il y en a d'autres. Et c'est pour moi là où le film est très très fort, c'est qu'il traite beaucoup de choses par le prisme du couple. Oui, c'est ça. Vois. Et oui, l'emprise masculine, le patriarcat, ça s'en est, mais il y a d'autres choses. Ce que je veux dire néanmoins, c'est que traiter de ces sujets-là, on sait l'importance que ça a dans la société, dans les débats actuels aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire, ou en tout cas important, ou je sais pas, que l'art, le cinéma puisse permettre de parler de ce sujet-là, justement? Permettre,
Je crois pas, parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas de truc ou de permission, un truc comme ça, mais en plus, en fait, je crois que c'est ni l'un ni l'autre, c'est qu'en fait, c'est un peu un truc d'ensemble. C'est-à-dire qu'on en parle dans la société, donc forcément, le cinéma en parle aussi, c'est un truc vraiment de moment, et je ne pense pas que l'un favorise ou permet l'autre, tu vois, c'est un truc aussi d'époque où ça fait partie des questions, ça fait partie des conversations, donc forcément, l'art va en parler aussi. Je sais pas s'il y a une espèce de système ou un truc où c'est l'un qui permet l'autre. C'est là où je pourrais pas répondre à ta question, Ok. je sais pas. Mais je crois qu'en tout cas, effectivement, c'est que c'est un débat en ce moment. C'est en tout cas des questions qu'on se pose. On est en train de remettre tout ça en question, heureusement. Et donc, ouais, forcément, le cinéma le fait aussi. Oui, mais du coup, toi, t'as une sensibilité à ces sujets-là, à ces questions-là. Donc, en fait, quand on lit un scénario, si tu avais un scénario qui allait dans l'autre sens de ce que veut raconter le film, c'est pas forcément ce genre de film vers lequel tirer, par exemple. Ah bah oui, ça évidemment. Évidemment que tu vas défendre les idées qui sont les tiennes. Tu vas défendre tes valeurs. Ou en tout cas les valeurs qui résonnent en toi. Évidemment que tu vas pas aller faire un film qui est contre tout ce que tu ressens bien ou sûr. penses, quoi, tu vois. Il y en a qui le font, mais parce que c'est ouais, je veux pas, mais en même temps, c'est avec tel cinéaste ou avec. Non, je pense pas que quelqu'un fait ça. Tu penses pas? Mais non. Mais comment tu fais? C'est pas possible. Tu dois, pour incarner un personnage, une histoire, t'es presque comme un avocat. Tu dois le défendre. Comment tu défends quelque chose que tu crois pas? C'est-à-dire que... Après, t'as raison, peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent. En tout cas, moi, c'est impossible. T'as raison, il y a peut-être des gens qui ont ce talent-là. Moi, je l'ai pas. Je veux pas te poser la question du film que tu as regretté d'avoir fait, c'est pas le sujet. Par contre, moi j'ai Je une te dirai question. jamais. Bah, et c'est normal. Oui. Mais par contre, est-ce que tu as déjà regretté d'avoir refusé un rôle? Non. Non plus. Jamais. Non, parce que tu sais, je suis convaincu d'un truc. C'est que je crois qu'un film choisit son casting. C'est ni l'acteur, ni le metteur en scène, ni le producteur qui choisit. C'est le film lui-même qui choisit son casting. Donc un film que tu n'as pas fait, tu ne devais pas le faire. Tu vois, tu as des acteurs, ils se disent « Merde, j'ai dit non à ce film, il a fait tant. » Frérot, si tu avais fait le film, il n'aurait pas fait tant. Parce que c'est pas ton film. Ouais, mais là c'est en parlant de chiffres. Moi je te Oui. parle de. Tu sais, par exemple, tu lis un scénario, tu dis ouais, je crois que c'est pas ouf, et tu vois le film et tu fais ah merde, en fait c'était vraiment bien. Oui, mais c'est bien parce que c'est l'autre qui l'a fait. Ouais, ok. Moi, c'est ça que je pense. T'aurais pas fait ça. La preuve, t'as dit non. Donc t'as jamais un petit truc de. Jamais de la vie. Ah, c'est ouf. Non, pas là-dessus. J'ai des regrets, évidemment, comme tout le monde dans la vie, mais pas sur ça. Parce que t'as dû en voir passer des beaux scénarios que t'as pas fait par ailleurs. Oui, mais et les films sont bien à la fin parce que je ne l'ai pas fait. Et tu sais quoi? Ça justifie que tu as bien fait de ne pas le faire. Parce que le film, il est bien. Je ne le trouvais pas bien, moi. C'est quelqu'un qui y croyait, qui l'a défendu pour qu'il soit bien. Donc quand le film est bien, c'est que tu as bien fait de dire non, mec. C'est sûr, ça, pour moi. Ça fait du bien à entendre parce que je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont un peu angoissés de ça. Tu te vois. trompes complètement. Tu as dit non. Ok. Il y a une raison. Et après, le film, il se fait sans toi et il est bien. Il a choisi. Le film a choisi son casting. Et Dieu fait bien les choses. Dieu est juste. Très bien. Dans ta réponse, tu commençais en parlant des chiffres et moi j'avais une question justement. Est-ce que tu as eu un moment dans ta carrière, ou est-ce que tu l'as encore aujourd'hui, cette attention de le 9h des Halles, c'est quoi les premières tendances, le premier soir, qu'est-ce que ça donne, mince, première semaine, c'est un peu décevant, c'est pas grave, ça va peut-être se reprendre. Ce truc d'attention sur les chiffres, le box-office ou quoi. Est-ce que tu vois bien des petits cheveux blancs là? Ça y est, mon frère. J'ai plus celui-là. Mais tu l'as eu. Je l'ai eu, mais bien sûr, tu l'as et heureusement. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir parce que ça met des choses en place chez toi. Ça réveille des trucs chez toi. Ça te donne une certaine condition, tu vois. Et c'est bien, c'est très important. Mais tu peux pas garder ça longtemps. C'est un trompe intense, tu vois. Après, il y a... Tu vois, tu mets des pantalons de daron, des petits gilets. Tu commences à te poser un peu et tu prends un peu de recul et tu vois les choses autrement. Tu travailles avec d'autres moteurs, avec d'autres motivations. Tu t'angles un peu. Et puis surtout, tu vois bien quand même qu'il y a toujours un endroit, et ce qui est beau d'ailleurs dans ce métier, où c'est pas toi qui décides. Ouais. C'est qu'à un moment donné, toi, tu fais ce que tu as à faire et à un moment donné, tu n'as plus la maîtrise. Donc ça sert à rien de gigoter pour rien du tout. Viens t'asseoir. Attends. Tu fais ce métier de manière générale, on fait de l'art pas forcément pour que ça touche le plus grand nombre, mais juste parce qu'on aime ce qu'on fait aussi. Si,
Non, ça, c'est pas vrai. Ok. Non, mais quand tu fais du cinéma, c'est pour toucher un plus grand nombre. Évidemment que c'est important que de faire un succès, mais ne serait-ce que pour le prochain tour. Ouais. Tu as envie de refaire des films. Et ça, le fait de faire des entrées contribue à ça. Donc évidemment que ça a une incidence sur la suite, pour toi, en tant qu'acteur. C'est malgré tout une industrie. On le dit peu, ça. C'est une industrie. C'est vrai. Il y a des gens qui daignent de l'argent comme ça et ils attendent des entrées pour continuer. Et si tu fais pas d'entrée, tu feras moins de films. Ça, c'est comme ça. Et donc oui, mais tu le fais pour ça, oui. À un endroit, je ne dis pas que pour ça, mais il y a un endroit où tu le fais pour ça, oui. Mais il faut savoir que une fois que le 9h des Halles est en place, tu as déjà joué ta partition, mon garçon. Bois ton café. Reste tranquille. Attends, c'est trop tard. Et est-ce que tu as le même rapport avec les critiques? Tu les lis, tu les regardes ou pareil? Plus du tout. Je prends une expression de jeune. Je ne sais pas si on peut sur le web. Essaye. Je m'en bats les couilles. Let's go. Est-ce que tu t'en es toujours battu les couilles? Ouais. C'est vrai? Oui, évidemment. Quelqu'un qui voit un film, qui n'aime pas le film, a le droit. Moi, il y a des films que j'aime pas, mais que d'autres aiment. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, je suis pas sûr que ça égratigne un film, une mauvaise critique. Je suis pas sûr du tout. Donc, chacun a le droit de donner son avis. Alors, et oui, il y a certains avis qui comptent plus que d'autres, mais pas pour moi. Après, j'ai tellement été critiqué aussi que j'ai le cuir épais, c'est-à-dire, et je sais, ça n'a pas d'incidence sur moi, je m'en ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je capte. Là, tu continues parce que tu continues et ça change pas mon envie de faire les choses et ça change pas mon rapport au film, en fait. Ce que tu penses. Non, ce que je trouve fou, c'est que tu dis ça et que tu dis que ça a toujours été plus ou moins le cas. Et ça, je trouve ça fort. Oui. Parce que c'est-à-dire que tu avais déjà un recul dès le début. Comprends qu'à la base, je faisais du cinéma sans me considérer acteur. Ouais. J'ai fait beaucoup de films sans me considérer acteur. Donc moi, je voyais ça et eux, ils étaient en train de critiquer un acteur que je n'étais pas. Vous avez déjà faux, les gars. Vous êtes déjà en train de dire de la merde. Je suis pas acteur. Donc si tu veux, moi, mon rapport avec eux, il est là déjà. C'est qu'eux, ils me voyaient comme un acteur, que moi-même, je savais que je l'étais pas. Vous êtes des menteurs. Vous vous trompez. Et une fois que tu l'étais. Mais je savais déjà que j'avais affaire à des menteurs. Ok. Tu disais qu'il y a des films que tu n'aimes pas mais que tout le monde adore. Justement, est-ce qu'il y a un grand classique que tu trouves vraiment surcoté? Non, tu me fais pas faire ça. Non, mais un film américain qui te met pas en merde, là. porte-à-faux. Non, un vieux film des années 60-70. Non, tu cherches la merde. Tu cherches la merde. Non, plus. En vrai, Rocky 3. T'es un ouf, toi. Reste tranquille, je vais me barrer. Non, t'es fou. C'est peut-être le meilleur. C'est peut-être le meilleur, Rocky 3. Aide-moi, donne-moi des films qu'on la cote, je vais te dire. Je sais pas. Matrix, Interstellar. T'es fou. Interstellar. Surcoté? Pourquoi? J'ai un captard. Relou. Fatigant. Man, la bibliothèque à la fin. Arrête. Tu vois, dans les films trop longs, Ouais. Celui-là, c'est pas la peine. Enlève la bibliothèque. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que t'as vu Tenet? Pas tout. Pas tout. Arrête de rembobiner. Arrête de rembobiner. Tu vois, lui, c'est-à-dire que lui, c'est lui qui accélère pour les spectateurs. Non. Non, oui. Non, alors lui, son cinéma, je suis pas... T'as du mal. Non, je suis pas... C'est du mal, ouais. Non, mais chacun a ses limites et c'est Non, ok, c'est que tu vois, c'est ma limite. Ma limite, elle est là. Pardon, je suis pas assez cinéphile. Là, du coup, je vais me faire défoncer. Mais ouais. Non, mais d'ailleurs, mes enfants ont envie de me tabasser pour ça. C'est vrai? Interstellar, pour eux, c'est « Oh, mais papa, tu connais rien !» Oui, si vous voulez. Si vous voulez. La bibliothèque, c'est trop pour moi. J'arrive pas. Pour les gens qui sont jamais allés aux États-Unis, quelle différence toi tu vois dans les salles de cinéma entre les salles américaines et les salles françaises? Comment le public reçoit les films? Comment je sais pas. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y en a beaucoup qui crient ou qui applaudissent pendant les films et tout. T'as ça en France aussi maintenant? Ouah, c'est plus rare quand même, non? Bah, choisis bien tes cinémas, mon gars. Il y a des salles où c'est vivant. Moi, je vais dans ces salles-là, ouais. Oui, si ça applaudit, ça gueule, ça fait des trucs, ouais, si, quand même. Non, je vois pas de différence. C'est En vrai vrai, après, aux États-Unis, il y a un truc qu'on n'a pas assez en France, mais ça va venir, et j'y travaille. C'est des salles où c'est un peu plus la maison.
C'est-à-dire où tu peux commander un peu du gnam-gnam, où tu peux boire. Ça t'aime bien? Ça y est, aux États-Unis. Ça... Commander son petit burger et tout. Mais oui, venez, on fait ça. Mais en vrai, l'odeur, c'est pas gênant. Et donc, La bouffe des autres et tout, ça te fait pas... Je sais pas. C'est convivial. Et tu sais que le gars, il est en train de se mettre bien. T'aimes pas quand les gens, ils sont bien? Tu dis, il se met bien, l'enfoiré. Ça te fait pas plaisir? Si. Donc, il y a de ça, quoi. Et il y a des trucs dont on est ensemble, justement. L'odeur du gars à côté, ben, déjà, c'est l'odeur du burger. Et c'est pas de la transpiration. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un truc agréable. Non, moi, j'aime bien ces salles-là. Et je t'annonce un truc. Je travaille là-dessus, moi. Arrête. Ouais, faut importer ça. C'est bonnes vibes. C'est bonnes vibes, j'aime bien, moi. Trop bien. Dans ton nouveau film, dis-moi juste que tu m'aimes, il y a un acteur que moi j'aime beaucoup et qu'on a souvent considéré comme étant avant tout un humoriste qu'être un acteur, ce qui est faux. Ce qu'on a pu dire de toi aussi par ailleurs, hein, c'est José Garcia, que moi je trouve est certes hilarant, mais aussi... Comment certes? Tellement hilarant. Mais justement, quand on est en plateau sur lui et que tu as des scènes qui sont dures avec lui et que tu sais qu'entre deux prises, à tous les coups, il peut te balancer une vanne, il peut te casser le mood, il peut... C'est difficile en vrai ou pas? Non, c'est le meilleur. Moi, justement, plus la scène, elle va être intense et dramatique, plus j'ai besoin de déconner entre. J'ai besoin de légèreté entre les deux. Lui, il est comme ça. Et c'est d'ailleurs là la grande force, quoi, d'un mec comme José. Effectivement, il est tellement lumineux, tellement chaleureux, ce mec, mais il est capable d'un coup de t'amener un truc hyper froid, inquiétant et tout, dans du sombre. Et en plus encore, je pense, dans ce qu'il nous donne, là, encore aujourd'hui, il est à 5%. Ah ouais, tu crois qu'il peut aller encore plus loin? Ah oui. Ouais. Je pense. Donc, c'est effectivement... Mais je crois que ça y est, en fait. Il est débarrassé de ça, José, quand même. Il aime bien rigoler là-dessus et tout, mais je crois vraiment que les gens le savent maintenant, qu'il est capable de ça, que c'est un acteur qui est capable de faire ça, justement. Tu vois, ça y est, je pense que ça, pour lui... c'est acquis, acté pour tout le monde, quoi. Et heureusement, grave, il a prouvé plus d'une fois, quoi. Et en même temps, dès qu'Antoine Decaune l'appelle pour faire une connerie, il y va. Parce que c'est une nature, c'est un mec qui est hyper marrant et qu'en plus, il quittera jamais ça. Il est comme ça. C'est comme toi qui fais un second rôle dans Tout simplement Noir ou qui revient à ce genre de truc-là. C'est des retours aux sources. On vient de là, quand même, et on aime ça. C'est jouissif, quand même, comme endroit de création. Mais tu vois, je me refaisais un peu de tes petits seconds rôles de début de carrière. Et il y a des films que j'avais oubliés, tu vois, genre La Beuse, tu vois, des trucs comme ça. Est-ce que tu crois, est-ce que ça te manque ce genre de... Pas forcément de toi jouer dedans, hein, mais juste, on n'en fait plus des comédies comme ça, en vrai. Ouais, mais... En vrai, on n'en fait plus. Ouais, mais parce que le public, il n'en veut plus. Il y a une raison, hein. Il n'en veut plus. On en a eu beaucoup. Et on a eu beaucoup des pas bien. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que ces comédies-là, il y en avait des très efficaces, qui fonctionnaient bien. Et le problème, c'était d'essayer de reproduire le truc qui avait marché. Il y avait une espèce de tendance comme ça. Et donc, en fait, on les a fracassés en faisant ça. Et du coup, le public en veut plus. Puis le public, il est de plus en plus aguerri, averti. Et donc, il est plus exigeant. Une comédie, c'est pas... poète, quoi. Tu vois? Et donc, le côté poète a fatigué beaucoup de monde. Et ils veulent mieux, et tant mieux, en fait. Tu vois, une comédie un peu plus travaillée, c'est très bien pour nous. Mais c'était effectivement très agréable. Et on a eu la chance, nous, de commencer à une époque où il y avait ça. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis, moi, de jouer dans un premier temps, tu vois. Ouais. Justement, là, on parle de ta carrière, de tes débuts, d'aujourd'hui, etc. De manière générale, quand on fait des interviews, j'imagine qu'on parle un peu toujours des mêmes films. Est-ce qu'il y a un rôle dont tu trouves on ne te parle pas assez? Est-ce qu'il y a un film dont tu es vraiment fier et tu trouves celui-là, on ne le met pas assez en avant? Il y en a plein. Bah vas-y. Non, je ne vais pas faire la liste là, mais il y a plein de films qui sont passés un peu à côté, qu'on n'a pas... Police, par exemple. Tu vois, Police, d'Anne Fontaine, je trouve pas assez. Quoi d'autre Stranger Case aussi, un film que j'ai fait, il est un peu comme ça par là-bas. Il y a des films comme ça, que tu fais et que tu dis, tiens, bon, ils veulent pas le dire. Book of Clarence, que j'ai fait aussi. Ouais, mais parce qu'il est pas trop sorti en France, un peu discrètement et voilà, tout. Mais tu vois, tu as des films comme ça qui... tu vois? Voilà, mais c'est comme ça. C'est pas toi qui décides ça. Ça t'appartient pas, il faut laisser. Et puis après, je crois aussi qu'il y a un moment, les films, ils ont leur moment, et c'est pas forcément celui que tu crois. Okay. Tu vois, par exemple, Police, au moment où il est sorti, il y a plein de raisons qui ont fait que, et là, comme il est passé récemment en télé, on commence à m'en parler, tu vois. Donc voilà, il y a aussi
des fois, c'est le film à son moment, quoi. Bon, la prochaine fois, on parlera de Book of Clarence. Merci, Promis. ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice en France qui se rapprocherait le plus pour toi d'une carrière parfaite? Alors non, pas en France, mais il y a quelque chose d'admirable dans la carrière de Samuel L. Jackson. C'est-à-dire? Il fait beaucoup de choses Ouais, très différentes. c'est vrai. Il travaille beaucoup avec de gros metteurs en scène de styles vraiment très, très, très différents. Donc oui, d'avoir la chance de pouvoir faire tout ça dans la même carrière, c'est inspirant et admirable. Donc je dirais ça peut-être, ouais. Tu l'as déjà rencontré? Ouais. Trop la classe. Quand je l'ai rencontré, il connaissait mon prénom. Arrête. Je te jure. Je te jure. Je peux te raconter la scène. Donc, je suis au Comic-Con. Je fais ce que j'ai à faire. On a fait notre journée. Nanana. C'était une matinée. J'avais l'après-midi de libre. Je retourne à l'hôtel. Donc, je suis en bas au parking. J'attends ma caisse. Une voiture arrive. Un Renoir se déplie de sa voiture. Je vois, c'est Samuel L. Jackson. Je suis là comme un enfant. Oh, c'est le monsieur. Hey, Omar, how you doing? Je dis, oh. Il a dit mon blast. Il vient, il me check, tout ça, machin. Trop chaleureux, trop la classe. Trop la classe. Après, il dit bonjour à tout, machin, une énergie de fou. Il part. Ça dure 3 secondes, mais... Le gars était là, il a dit mon nom. Incroyable. Ouais, j'étais très content. Là, c'était fan de quoi. Il me manquait que Séverine Ferrer. Je ne sais pas si vous avez la ref. C'est sûr, là. Est-ce que c'est un truc que tu as encore, justement? Tous les jours, t'es fou. T'es malade. Il y a des gens que tu rencontres, tu te dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Là, je viens de faire l'émission Beau geste de Pierre Lescure. Ouais. Je m'assois, je parle avec Pierre, on parle du cinéma, nana, du passé, nana. Mais Pierre Lescure, ça a été mon boss, moi. C'est vrai. Mon premier boss. C'est C'est le gars qui m'a fait confiance, qui m'a donné ma chance. Et c'était monsieur Lescure, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on se parle comme ça, on se tutoie, nana. Même ça, même si ça fait un moment que c'est comme ça entre lui et moi, mais même aujourd'hui, quand je vis ça, j'ai le recul de me dire, truc de fou quand même. C'est un truc de malade d'être là, d'être assis là, de s'asseoir et d'avoir une conversation avec certaines personnes, genre, normal. Et genre, personne n'est choqué. Et donc moi, je rentre chez moi, je suis choqué en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est cool que tu l'aies encore, ça, et que tu l'aies pas perdu. C'est très important. Pour moi, c'est très important. C'est très important parce que tu oublies vite ta chance. Ouais. Tu vois? Et je sais que j'en ai. Je sais que j'en ai. Et donc, j'essaye d'apprécier. Parce qu'en plus, la chance, elle se rappelle de l'ingratitude. Si tu commences à ignorer la chance, à dire « ouais, ça c'est normal » alors que c'est la chance, on va dire « attends demain, toi. Je ne vais plus rien te donner. » C'est très important. Tu as joué récemment dans un remake, on en a parlé, hein, le The Killer. Est-ce qu'il y a des films français que tu aimerais voir remaker avec toi dedans? Des films que tu aimerais faire revivre? Je l'ai fait pas mal, moi. Moi, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me détestent pour ça. Hein. C'est vrai? Ben oui. Ben, Knock, on me l'a reproché. Lupin, on me l'a reproché. The Killer, on me l'a reproché. J'ai fait pas mal renaître des trucs, moi, tu vois. On te l'a reproché, c'est vrai, pour Lupin. C'est quand même différent, tu vois. Comment c'est différent? Bah, c'est pas copier-coller exactement du texte, tu vois. C'est une nouvelle adaptation, c'est une nouvelle version, c'est autre chose. À chaque fois, j'ai essayé de faire ça. Hein. Ouais. Mais on me l'a reproché à chaque fois. Touche pas, on m'a dit. Qu'est-ce que tu touches ça? Laisse ça. Donc, je l'ai fait pas mal de fois, moi. Et en fait, en plus, en vrai, je vais te répondre, quand j'ai envie, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je me dis, est-ce que tu as envie que... En fait, quand j'ai envie, je le fais, moi. Et il n'y a pas la petite appréhension de putain, je passe après quand même d'autres, c'est quand même une grande œuvre. Tu passes, ça paraît rien. Parce que quand tu décides de l'aborder, toi, c'est que c'est autre chose, c'est pas un après. Tu fais pas le 2. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ta version du truc, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment, pendant le Covid, tu as eu un peu peur que ça puisse pas revenir comme avant et que le cinéma n'allait pas retomber sur ses pattes pour de vrai cette fois? Non, mec, pendant le Covid, tu crois que je pensais au cinéma? T'as pas pensé à l'après à un moment? Bah, l'après déjà du monde entier. Oui, Avant ça, le on est cinéma. d'accord. Qu'est-ce qu'on va vivre? Est-ce que nos enfants, ils vont avoir un monde correct? Est-ce qu'on va pouvoir revoir les gens qu'on a laissés là-bas? Et c'est d'abord ça. Cinéma... Je vais penser au cinéma pendant le Covid, mon gars. Le Covid, c'était presque... On se demandait, c'était la fin du monde.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai pas pensé au cinéma. Non, mais parce qu'après, une fois que les choses sont reparties, ben, le cinéma, il est reparti avec. Donc, moi, j'ai pas eu le temps de me poser la question de truc. Mais après, je sais qu'il y avait un moment d'après-Covid où on disait, il n'y a pas d'entrée. Mais c'était normal. Il faut reprendre, quoi. Donc, moi, non, si tu parles de ce moment-là, Ouais, un peu. cette inquiétude-là, je l'ai pas eue parce que tu sais que faut relancer un truc comme ça. Et puis, les gens, ils étaient choqués, justement. Ils pensaient pas au cinéma, déjà. Laisse-moi retourner dans un parc, Ouais. sentir les fleurs. Tu vois, ils avaient d'autres urgences. Tu vois, c'est normal. En fait, je suis un mec patient, hein, tu sais. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Je suis un mec patient. Et qui a du recul, surtout. Il faut, parce que on est dans des métiers où on en manque beaucoup, parce que je te dis ça, j'essaie d'en avoir, mais j'en ai pas surtout. Et comme en plus, je suis un mec à fond, t'as vu, je parle fort, je parle vite. Donc, il faut comme des fois se tempérer, quoi. Et sur des trucs comme ça, ouais, tu vois. Très bien. Une dernière question. C'est toi qui m'as dit que tu voulais que je te pose cette question. Oui. Parce que, à partir de maintenant, peut-être que je la poserai à chaque personne. S'il te plaît. C'est quoi ta pizza? Ta pizza signature, celle qui te définit? Ma pizza, c'est donc pâte, Ouais. sauce bolognaise, Ok. fromage. Fin. Allez, c'est les soirées un peu funky, rajoute un œuf. Qu'est-ce que ça raconte de toi, selon toi? On avait une pizzeria en bas de chez nous qui s'appelle, pas loin de chez nous, qui s'appelle la Dolce Vita. Et c'est Pino qui l'avait, et celle-là, il l'appelait la Campione. C'est que je suis un champion. Merci beaucoup, Omar. Merci à toi. Trop bien. Conmini